chers téléspectateurs d'Évasion TV, merci d'être fidèles. Nous sommes dans notre émission Droit et Société qui reçoit pour vous ce matin M. Mohamed Kamara. Il est chargé de cours dans les universités de la capitale. Avec lui, nous allons parler du chronogramme des élections législatives et présidentielles et aussi de l'impact du retrait de l'opposition, des députés de l'opposition à l'Assemblée. Bonjour M. Kamara. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Évasion. Oui. Et bienvenue sur ce plateau. Merci pour Comme je l'annonçais tout à l'heure, après la publication du chronogramme électoral prévoyant la tenue des élections présidentielles avant les locales, les leaders de l'opposition ont annoncé mardi le retrait de leurs députés du Parlement. Mais avant de parler de l'impact de ce retrait, je voudrais que vous nous parliez un peu, vous nous expliquiez quelles sont les échéances de des élections en Guinée, en République de Guinée. Merci encore une fois pour l'invitation. Vous savez, en République de Guinée, tout est balisé par le texte. Vous savez, en matière d'exercice du pouvoir, il y a trois éléments, c'est-à-dire l'accès, l'exercice et la transmission. Tout cela est balisé par le texte de loi. Et au niveau de la Guinée, dans le cadre de la décentralisation, le mode de désignation, c'est l'élection. Donc, l'élection qui est prévue pour les élus locaux et pour le président de la République, pour ce qui est de l'élection présidentielle, en tout cas, toutes les élections sont paramétrées au niveau des textes. En réalité, il n'y a pas un texte de loi qui indique que, bon, telle élection doit être prioritaire par rapport à telle autre élection. Cela dit, les textes de loi sont très clairs pour dire qu'attention, à la fin de chaque mandat, il faudrait qu'il y ait renouvellement par élection. Donc on ne devrait pas tout attendre qu'il y ait un certain nombre de manquements pour justifier quoi que ce soit. Donc c'est pourquoi quand vous prenez les textes de loi au niveau de la Guinée, en l'occurrence l'article 28 de la Constitution guinéenne du vendredi 7 mai 2010, vous vous rendez compte qu'au niveau de notre pays, l'élection du président de la République a lieu 60 jours au minimum et 90 jours au maximum avant la fin du mandat. Et ça veut dire la même chose également au niveau de l'article 136 de la Constitution qui indique que les collectivités locales s'administrent librement par des élus, donc des conseils élus. En Guinée, il y a eu une première élection une élection en 2005 pour les élus locaux. Et donc en 2010, en principe, il devrait y avoir une autre élection. Voilà, cela ne constitue pas une excuse pour autant au niveau des pouvoirs publics de dire non, comme les élections qui devraient avoir lieu en 2010, bon, ce n'est pas une priorité. Non, je pense qu'il est important à dire. Ce n'est pas non plus une exigence pour dire au niveau de l'opposition, non, on doit faire d'abord telle élection par rapport avant la présidentielle. Je pense qu'il faut situer les responsabilités, ne pas diluer les responsabilités à ce niveau. Il appartenait au pouvoir, dès à son arrivée, d'organiser des élections locales pour que les élus locaux qui étaient là, qui ont vu leur mandat arriver à terme depuis 2010, soient justement mis en place. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a deux éléments. Premièrement, quand des élus locaux sont élus, même s'il est reproché à ces élus locaux des manquements, un décret ne doit pas venir pour les dissoudre. Parce que le décret qui a dissous les conseils communaux est à la fois illégal, mais aussi il consacre l'impunité. Même si du côté de l'opposition, ça ne donne pas du tout le droit à un opposant ou à un député de vouloir mettre en lieu et place de ce qui est illégal une autre illégalité. Quand ils disent, bon, ils vont installer leur propre dans les régions. C'est clair. Quand vous prenez justement les articles 136 de la Constitution et suivants, mais aussi les articles 85 du Code des collectivités locales, c'est la population à la base qui procède à l'élection parce que c'est différent de la déconcentration. Dans le cadre de la décentralisation, le mode de désignation, c'est l'élection. Dans le cadre de la déconcentration, le mode de désignation, c'est la nomination. Parce qu'à ce niveau, le pouvoir de nomination l'emporte automatiquement sur le lien de subordination en matière de droit administratif. Ce qui veut dire que le décret qui a été pris pour dissoudre les conseils communaux est à la fois illégal, comme je le disais, mais aussi consacre l'impunité. Illégal pourquoi? Parce que quand il est reproché au niveau des élus locaux des manquements, comme il a été dit que c'est des malversations ça et là, avant qu'un décret ne soit proposé par le ministre de l'administration du territoire pour que ça soit mis en exécution, il va falloir d'abord que l'on respecte l'article 100 et 80 du Code des collectivités locales, qui indique qu'il faut d'abord procéder à un jugement au niveau d'un tribunal. Une fois que le jugement est fait et que les personnes qui ont été accusées de malversation financière, tout à fait, soient retenues ou non dans les liens de la culpabilité, auquel cas
ils ne devraient pas être complètement absous de leurs responsabilités. Pourquoi ça consacre l'impunité? Parce que même s'il était avéré que les personnes en question avaient fait des manquements par rapport à leur structure financière et autres, l'application de la sanction au plan administratif ne doit pas faire obstacle à une poursuite au plan pénal. Dès lors que le juge estime que les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs de faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction au plan pénal. Maintenant, j'ai parlé d'illégalité et de consécration d'impunité au titre du décret qui a été pris, mais cela ne donne pas non plus droit à un acteur politique de parler d'incivisme ou bien de désobéissance civile ou simplement parler plutôt de mettre en lieu et place des élus locaux là leurs propres élus. Donc, ils ne sont pas fondés, ils n'ont pas qualité à le faire. Il en est de même par rapport à la question de la prolongation indéfinie du délai des délégations spéciales. Oui, parce qu'on a remarqué depuis 2010, ils ont été élus et juste maintenant, presque ça c'est un mandat, parce que 2010-2015, s'ils étaient franchement élus, ils allaient être maintenant à la fin de leur échéance. Ils sont nommés, mais malgré tout, ils ont fait 5 ans. Quel est votre regard par rapport à ce... Non, je pense que cela se traduit par le fait de l'inaction à la fois de l'État, mais aussi des institutions. Vous savez, c'est les députés qui sont habilités à contrôler l'action du gouvernement et à voter les textes de loi. Donc c'est eux qui sont habilités. Les universitaires que nous sommes, les médias que vous êtes, vous forgez l'opinion publique. Les universitaires ne devraient pas prendre position nécessairement. C'est de produire des idées et que les acteurs politiques qui n'ont pas le temps à la réflexion et les pouvoirs publics qui n'ont pas le temps à la réflexion consomment ces idées-là. Donc, le regard que je porte à cela, c'est qu'on a donné trop la priorité aux détails politiques au niveau de notre pays. Ça fait que pratiquement les élus locaux ne devraient pas être qualifiés maintenant d'élus locaux parce qu'ils ont été tous pratiquement nommés et non 28, élus. 28 sur 342. Donc, et non des moindres. Donc, je pense qu'il faut éviter ce genre de situation, mais ça traduit l'inaction des institutions. Et c'est à ce niveau, il faut faire une invite à l'ensemble des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Ne pas voir comme s'ils appartiennent à un parti politique, mais voir leurs 3 fonctions. Ils sont les représentants du peuple. C'est eux qui sont habilités à voter les textes de loi en application de l'article 72 de la Constitution, mais aussi c'est eux qui sont seuls habilités à contrôler l'action du gouvernement. Donc c'est eux qui doivent dire, bon, à date, nous avons constaté que l'article 160 de la Constitution n'est pas encore mis en application, parce qu'il est indiqué très clairement que dès lors que les institutions, donc l'Assemblée nationale est mise en place, les autres institutions restantes devraient être mises en place 6 mois après. Autrement dit, on devrait, à la date du mois de juillet 2014... Mais est-ce que l'Assemblée a fait cas? Je ne pense pas. Oui, mais c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, premièrement, il y a la question de l'accord à trouver entre l'ensemble des acteurs pour qu'ils aient présent à l'esprit au niveau de l'Assemblée nationale ce qu'on peut appeler leur mandat. Pour dire qu'ils n'ont pas un mandat impératif, mais ils ont un mandat représentatif. Et à ce titre, ils doivent se débarrasser de leur carcan politique pour dire non, on va contrôler tel. La preuve, c'est que même la loi sur l'Assemblée nationale, la loi 015 pour le règlement intérieur, ils n'ont pas pu trouver un terrain d'entente parce qu'ils ont voulu personnifier justement cette loi, personnalisée par endroit. Donc, je pense que ce n'est pas tout logique. Maintenant, l'autre idée, c'est l'efficacité de leur action. Parce qu'à la limite, il y a certains qui peuvent lever le petit doigt pour dire non, il y a ceci, il y a cela, on est dans l'incomplétude institutionnelle, parce qu'elles ne sont pas au grand complet. Mais quelle marge de manœuvre ces personnes ont? Il faut à ce moment que la justice soit très courageuse. Vous avez vu par exemple une institution qui a été mise en place, l'INDH, la forme... Oui, l'Institution nationale indépendante des droits humains. Vous avez vu la polémique que ça suscite. Oui. Donc il ne sert à rien de mettre en place les institutions s'ils ne respectent pas les procédures. Vous avez vu la HAC, comment ça s'est fait? Oui, la haute autorité de la communication. Il semble qu'il y a un monsieur qui a fait une substitution de nom en lieu et place d'une certaine Mariam Kamara, et il a mis son nom. Oui, ça, ce n'est pas Mariam Kamara. On était, le jour de l'élection, on était là-bas, la femme était dehors, elle dit qu'on a changé ses dossiers sans être consultée. Voilà, qu'est-ce que c'est que la Cour suprême fait en pareille circonstance? Et puis, la troisième institution qui est arrivée juste après, c'est justement le médiateur de la République qui a commencé à exercer sans prêter serment, même si à ce niveau ça se comprend, parce que l'article 160 indiquait qu'il ne peut commencer à prendre fonction que 6 mois après l'installation de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas une raison qu'il prête serment au niveau de la présidence de la République. C'est-à-dire, il faut séparer les différents pouvoirs. Pouvoir, oui. Pour indiquer législatif, exécutif et judiciaire. Pour indiquer aux différents acteurs politiques qui veulent conquérir le
pouvoir que, attention, on ne va pas aller avec le consensus pour gérer le pays. Mais indiquer également aux autorités qui gèrent le pays, alors il ne faut pas faire une sorte de jonction entre les différentes institutions parce que ça va déteindre négativement sur leur crédibilité. Un médiateur, toutes les institutions qui sont au niveau de la République, s'il y a un serment à prêter, et ce serment doit être prêté devant un juge. Et on ne déplace pas à la Cour suprême. Voilà, c'est clair. Figurez-vous qu'à un moment donné, les membres même de la CENI voulaient prêter serment au niveau du tribunal de première instance de Dixine. Alors on a fait une tribune à ce niveau, parce qu'ils se sont trompés là. Et heureusement, une correction a été apportée parce que c'était maintenant devant la Cour suprême. Donc là où la CENI a prêté serment devant la Cour suprême, je ne vois pas pourquoi le ministre de la République peut prêter serment au niveau Oui, nous allons parler de tout ça là peut-être très prochainement parce que même les 33 membres de l'Institution nationale indépendante ont prêté serment à la Cour suprême, ils n'ont rien dit, tandis qu'ils savent que ce n'est pas 33 personnes. Et nous allons revenir sur les échéances électorales. Vous disiez tout à l'heure que aucun texte ne parle de ça, dire qu'on doit faire les élections présidentielles avant ou bien après, tandis que l'opposition se dit qu'il y avait un accord du 3 juillet 2013 où ils ont noté tous ces facteurs, toutes ces parties. Bon, je pense l'application des accords, si vous voyez qu'il y a la question d'accord et que les gens mettent à côté les textes de loi, c'est dangereux parce que en principe, pour gérer un pays, on applique les textes de loi. Et présentement, on assiste à deux phénomènes qui sont vraiment très dangereux pour le pays. Du côté de l'opposition, vous voyez que l'opposition aime beaucoup plus le consensus que l'application des textes de loi. Et elle va plus loin maintenant, elle parle même plus de consensus, elle parle même d'ultimatum maintenant, ce qui est très grave. Et quant au pouvoir, il ne respecte ni texte de loi, ni application du consensus, ce qui est aussi très grave. Très, très grave. Parce qu'à la limite, gérer un pays, c'est d'appliquer les textes de loi. S'il n'y a pas de loi dans un pays, ou bien même s'il y a des lois, on ne les applique pas. On ne les applique pas, on dit consensus, c'est pas bien. Et donc, quand on dit application de la loi aussi, il faut non seulement appliquer à la population, mais aussi se l'appliquer. C'est extrêmement important. L'autre élément, je pense, il ne sert à rien de se mettre dans les petits coins, de signer des petits accords. L'accord du 3 juillet, d'abord, les 5 pages, articulé sur 20 points, ne prévoyait pas d'élection locale. Le 3 juillet. 7 jours après, il y a eu un accord additif d'une page où il y a les deux facilitateurs qui ont signé et un autre qui a signé au nom de cette unité par PO sans même mettre son nom. En droit administratif, c'est terrible ça. Mais je pense qu'on n'a pas à. Tandis que sur le premier accord, c'est Hélas Comparé et Salifou qui ont signé comme co-facilitateurs. Bien entendu, mais il n'y a pas que ceci-là. Il y avait pratiquement 14 personnalités qui ont signé, y compris des ambassadeurs. Des ambassadeurs, des institutions internationales. Voilà. Donc, mais laissons tomber la question de l'accord annexe. L'accord lui-même qui a été signé, même pas la dernière page, la dernière page a été signée par toutes les parties prenantes et toutes les 4 autres pages également ont été paraffées. Oui. Comme pour dire que l'authenticité y est. Mais quel est le niveau de mise en œuvre de tout ça? L'opposition demande au pouvoir, non, écoutez, il faut indemniser les personnes. Par quels critères indemniser les personnes? C'est à la justice de trancher, de dire, voilà, et non, la justice aussi en tranchant, il ne faut pas seulement être prompte à sanctionner que des militants de l'opposition qui font des manifestations. Oui. Quand il y a des problèmes, on applique la loi à tout le monde. On doit être impartial pour appliquer une loi. Défaillant, policiers défaillants, manifestants défaillants. Contre-manifestants. Contre-manifestants. En Guinée, on entend manifestants et contre-manifestants. Ce n'est pas tout possible. Donc, je pense qu'il faut appliquer la loi simplement. Maintenant, quand vous faites une analyse de toute cette situation, un accord politique n'a pas une valeur juridique. Justement, j'allais vous demander, je dis, est-ce qu'un accord a-t-il une valeur juridique? Non, ça n'a pas une valeur juridique, mais ça a une valeur morale. Les gens vont dire qu'en politique, il n'y a pas de morale. Mais alors, pourquoi en ce moment signer? Parce que si vous dites que non, ce n'est que moral, j'entends des gens dire non, ça n'engage pas le gouvernement, ça n'engage pas l'opposition. Mais vous avez désigné des facilitateurs pour faciliter pour vous, parce qu'il y a crise, parce que vous ne respectez pas, vous deux, les textes de loi. L'opposition préfère le consensus et les ultimatums avec le recours systématique à la rue. Le pouvoir n'applique pas les textes de loi. Et encore moins les accords qui sont issus des négociations. Ce qui montre d'une sorte de roublardise. Et quand vous dites en pareille circonstance que c'est simplement moral,
et vous n'êtes pas tenu, alors qu'il y a crise présentement qui est née en Guinée. Il y a la nécessité d'ouvrir un dialogue, n'est-ce pas? Oui. Parce que ça n'a que trop duré. Le Premier ministre devrait ouvrir le dialogue depuis très longtemps et de façon constante et de façon sincère en application de l'article 58 de la Constitution guinéenne, qui l'habilite justement à le faire. Mais ça n'a pas été fait. Même si l'opposition aussi en venant, c'est une chose que de demander le dialogue, mais c'est une chose que de venir avec des propositions concrètes et avoir une prédisposition à se faire des concessions. Il ne faut pas dire je ne discute pas de tel problème, tel problème. Maintenant, il faut que la justice puisse trancher en pareille circonstance. Il ne faut pas que la justice fasse une sorte de mélange entre inaction et neutralité. La neutralité ne veut pas dire inaction. Donc, inaction, c'est-à-dire le fait de ne pas agir. Donc, il faut trancher entre les citoyens parce que sinon, ils vont avoir un sentiment... Mais qui doit saisir la justice pour qu'elle s'immisce dedans? Mais c'est les acteurs qui sont intéressés. C'est exactement quand vous dites, par exemple, la dissolution illégale des conseils communaux. C'est pas à l'opposition de porter plainte, mais plutôt les personnes qui se sont vues, justement, victimes de cette situation administrative, qui devraient avoir, au bout de 2 mois, à recourir justement à la Cour suprême dans le cadre d'un contentieux qu'on peut appeler le recours pour excès de pouvoir. C'est garanti à l'article 102 de la loi 08 du 23 décembre 1991 portant composition, fonctionnement et justement attribution de la Cour suprême. Aucun des élus locaux ne l'a fait. Non, pas du tout. Maintenant, ils vont dire aussi, bon, même si tu le faisais, qu'est-ce que la justice va dire? Elle va dire qu'elle est incompétente. Là, c'est un autre paramètre qu'il faut quand même soigner parce que la justice doit être très courageuse dans un État. C'est vrai, elle doit éviter de descendre dans l'arène politique, mais quand elle est saisie, qu'elle dise la loi et qu'elle applique la loi, parce que seuls les cours et les tribunaux sont habilités à rendre la justice en République de Guinée en application de l'article 107 de la Constitution, même si eux aussi, en rendant la justice, ne devraient être influencés ni par le pouvoir, ni par l'opposition, mais plutôt ils devraient être que sur l'autorité de la loi en application de l'article 109 de la Constitution. Mais vous allez voir dans notre pays, quand il y a une infraction, vous entendez le pouvoir dire tel est coupable, ce qui viole d'abord le secret de l'instruction, mais aussi le principe de la présomption d'innocence. Quand un opposant est conduit à la justice, il vient avec ses militants. C'est une façon terrible d'influencer la justice. Ça ne se doit pas. Ça ne se doit pas. Et quand la justice aussi est saisie, pendant que sous le mandat actuel, il y a eu 15 manifestations, dont 5 qui sont soldées par des dégâts. Mais on a vu le plus souvent la justice être prompte, surtout de Dixine, à condamner très rapidement les manifestants plutôt que de faire la lumière sur les 53 autres personnes qui sont décédées. C'est les citoyens guinéens. Donc c'est extrêmement important de montrer à la justice que c'est bon, que comme c'est à elle qu'on a confié l'application des lois, parce que c'est le juge, quand il tranche, en tout cas dans le monde ici-bas, on s'en contente en attendant le delà. Mais si elle est crédible. Oui, bien entendu, mais ce qui peut conférer justement une dose éventuelle au niveau de sa crédibilité, parce que ce n'est pas tous les magistrats malheureusement, c'est quelques-uns. Donc c'est quelques-uns là qui font. J'ai vu un procureur de Dixine sortir à la télévision pour lire un communiqué, pour dire tellement que le communiqué était basé sur la passion, il s'est trompé de date et au début et à la fin. Et puis c'était à sens unique. Et je commande cela parce que ça, je n'ai aucun risque de tomber sous le coup de l'article 238 du Code pénal qui tend à commenter les décisions de justice, parce qu'un communiqué n'est pas une décision de justice. Donc en clair, il faut quand même mettre assez de crédibilité à ce niveau-là, et puis que les acteurs apprennent maintenant à appliquer les textes là. Mais aussi, par-dessus tout, que les citoyens aient présent à l'esprit que c'est eux qui sont les plus grands perdants. Les acteurs politiques de la mouvance, tout comme de l'opposition, ont pour la plupart des cas leurs femmes à l'étranger, leurs enfants à l'étranger, qui étudient sur la base le plus souvent de l'argent du contribuable guinéen, alors que les citoyens guinéens ont fait pratiquement 3 mois à la maison pour cause d'Ebola, ils n'ont pas bien suivi les cours. Le niveau de l'éducation ne fait que se dégrader. La plupart des femmes, des enfants, et même eux-mêmes, leaders de la classe politique, ont des passeports. Ils sont toujours entre 2 avions. Mais qui tire le diable par la queue? C'est justement les citoyens à la base. C'est pourquoi ils devraient être très vigilants pour demander et à un pouvoir et à une opposition de s'exprimer par les actions. Et vous, médias, vous devrez jouer un grand rôle à ce niveau. Quand un acteur politique de la mouvance vient devant vous pour justifier une inertie en pointant un doigt accusateur sur un acteur politique pour justifier l'inertie, je pense, en le diabolisant justement, vous devrez amener à la raison. Tout comme un opposant. Oui, mais nous tentons de le faire et puis nous donnons l'occasion aussi aux auditeurs de s'expliquer, de poser des questions. Oui, je ne dis pas que vous ne le faites pas. Je dis que cette fois-ci, vous devrez l'intensifier. Pour qu'à la phase de chaque élection, que vous ayez un certain nombre d'acteurs. Non, attendez.
n'accusez pas un tel, d'un tel, d'un tel. C'est la population qui va vous départager. Vous, opposition, vous voulez tout nier. Vous, mouvance, vous êtes satisfait de toute votre œuvre, alors qu'il n'y a pas une œuvre parfaite, alors qu'une œuvre ne peut pas être totalement négative non plus. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette population en l'espace de combien de temps, avec quels moyens, et sur la base de quel indicateur objectivement vérifiable la population peut savoir si vous avez fait du chemin ou pas. Mais venir sur la question des faux schémas, comme l'ethnocentrisme pour tenter d'être au pouvoir, c'est un faux schéma, ou s'appuyer sur l'ethnocentrisme pour se maintenir au pouvoir, c'est un faux schéma, parce qu'à la limite en Guinée... ça ne construit pas le pays. Non, en Guinée, vous n'allez pas voir le plus souvent une famille qui n'est pas homogène. Dans la joie, tout comme dans la tristesse, les Guinéens doivent être ensemble. Quand il y a la joie, on dira, la famille telle, telle, telle est alliée, ont la joie de vous annoncer tel baptême. Les gens sont là-bas. On va dire, quand il y a décès, la famille telle, 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 telle est alliée, et parents et alliés ont la tristesse de vous annoncer tel. Donc je pense qu'il faut mettre des compétences simplement, et puis s'exprimer par des actions pour travailler. D'accord. Et revenons sur le retrait des députés de l'opposition guinéenne à l'Assemblée. Et quel peut être l'impact de ce retrait? Bon, le retrait peut avoir un impact à 3 niveaux sur la Guinée en termes d'impact négatif de l'opposition vers la Guinée, ce retrait-là. Premièrement, ça évite ça empêche le vote de certaines lois. Vous savez, il y a des types de lois qui passent à l'Assemblée nationale. Il y a les lois qu'on appelle les lois organiques. Pour les voter, une loi organique, c'est une loi qui développe un article de la Constitution. Par exemple, on va dire à l'article 7 de la Constitution que la liberté d'expression est garantie. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait une loi qui détaille l'article 7 là. C'est pourquoi la loi 002 du 22 juin 2010 explicite l'article 7 sur la liberté d'expression en 148 articles. Donc, autrement dit, une loi organique, c'est une loi de développement, comme on dit. Une loi développée d'un article détaillé. Voilà. Et donc, pour voter ce type de loi, il faut 76 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, la majorité des 2 tiers. Deuxième impact, c'est que chaque année, l'Assemblée nationale doit renouveler son bureau, parce que c'est le président de l'Assemblée qui est élu seulement pour la durée du mandat. Mais les autres membres du bureau de l'Assemblée sont renouvelés par élection chaque année. Donc, et là, pour faire passer des types d'élections à ce niveau, c'est la majorité simple. Mais quand les députés de l'opposition se retirent, pratiquement, l'Assemblée est vide pour moitié, pratiquement, parce que l'opposition détient une minorité de blocage à ce niveau. Le troisième impact, c'est que ça traduit l'image d'une institution paralysée par endroits et ça projette une image de crise au niveau de la Guinée, ce qui n'est pas tout de nature à rassurer les partenaires, à les faire devenir aider les pouvoirs publics pour financer des projets ou de réaliser des projets au niveau de la Guinée. Maintenant, si cette menace, parce que je la considère comme une menace, c'est une suspension, c'est pas une démission, ni même une sorte de retrait définitif, mais c'est une suspension. Mais je pense à ce niveau, l'inconvénient, c'est qu'ils vont laisser libre cours et libre champ aux acteurs politiques, alors que c'est les députés qui sont les seuls habilités à contrôler l'action du gouvernement et à voter les textes de loi. Donc quitter le champ de bataille parce qu'il y a des épines qui sont là, je pense que c'est abdiquer, c'est de démissionner en tant que tel face au mandat qui est confié. Mais deuxième élément comme impact, c'est que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Donc l'opposition doit apprendre cela pour dire attention, la politique de la chaise vide n'a pas. Parce que malheureusement dans notre pays, les pouvoirs publics commettent beaucoup d'erreurs, mais malheureusement qui sont validées par l'opposition. Je vais donner un exemple typique au niveau de la priorisation. La priorisation des élections locales. Il est vrai qu'il est reprochable au niveau des pouvoirs publics le retard et le fait de donner la priorité aux détails politiques. Même déplacer un BIC d'un point A à un point B, on se voit est-ce que politiquement ça arrange. Alors qu'il ne faut pas tout paramétrer à ce niveau. Finalement, le budget de l'année 2015 est passé devant l'Assemblée nationale. Mais les menaces qui sont faites présentement par l'opposition pouvaient se faire entre octobre et décembre. La population aurait compris que, attention, il y avait un fondement par rapport à cette nécessité de prioriser d'abord les élections locales. Parce que le pouvoir a peur d'organiser des élections communales. Pourquoi? Parce qu'à la limite, le pouvoir a perdu à l'union nominale, qui est une élection de proximité dans les 5 communes de la capitale. Et tout pouvoir. Justement, c'est sur cette base que l'opposition se fonde pour... Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que le budget est passé à l'Assemblée, mais la classe politique de l'opposition, à la limite, on peut reprocher à l'opposition de ne pas être trop expérimentée en politique, on peut reprocher au pouvoir de ne pas être trop expérimenté en gestion administrative, mais on ne peut pas reprocher à l'opposition de n'avoir pas
une expérience pour la lecture, une grille de lecture au niveau du budget. Ce sont pour la plupart des gens rompus à la matière économique. Donc, comment on peut voir un budget de 2015 où il est prévu explicitement un montant pour les élections présidentielles, il n'y a même pas un centime de prévu pour les élections locales, sans même attirer l'attention à ce niveau-là. Ou bien dire, bon, si ça n'apparaissait pas, parce qu'à cette époque, ils avaient 90 jours pour ainsi faire des réactions, mais ensuite intégrer un certain nombre de paramètres qui ont été omis. Voilà. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a des véritables problèmes. Maintenant, en termes de propositions concrètes, je pense qu'il faut aller vers un dialogue, mais que le dialogue soit sincère. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour le ministre de la Justice qui, pour une fois, a réussi au niveau de la Guinée à réunir les acteurs politiques autour de la table sans un médiateur international. Et en l'espace de 2 jours, tout était aplani pratiquement. Sauf qu'à la dernière minute vers la ceinture, on ne sait pas quel cheveu qui est tombé dans la soupe pour dire, bon, il y a blocage. Donc, il faut activer le mécanisme là, parce qu'il y a 2 personnes qui aident le Premier ministre, qui sont censés aider le Premier ministre dans le cadre des élections, dans le cadre du dialogue en lui avec les acteurs politiques. Quelles sont ces 2 personnes? Et les acteurs sociaux. C'est justement le ministre de la Justice et le ministre de l'administration du territoire. Parce que le ministre de la Justice doit continuer toujours à dire la vérité et le ministre de l'administration du territoire, faisant un maillage territorial, doit toujours être en rapport avec le ministre, Premier ministre pour justement faire toute fin utile au dénouement heureux de la crise. Maintenant, quand vous prenez les acteurs politiques, à leur décharge, ils ont toujours demandé une sorte de dialogue en Guinée, mais ça n'a jamais abouti de façon sincère. Même si eux aussi en venant, il faudrait quand même avoir des concessions, parce qu'il ne faut pas venir avec 10 propositions. Des positions fixes aussi, tu ne peux pas céder. Voilà, pour dire 10 propositions, oui ou non, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Non, ce n'est pas comme ça le dialogue s'est fait. Avant d'arriver autour de la table, vous avez une attitude maximaliste, mais une fois autour de la table, vous faites des concessions de manière à minimiser. Mais ce qui bloque notre pays, vous savez, c'est quoi? C'est que les 2 camps sont intelligents, à s'effrayer ou à se dribbler. Mais ils ne sont pas courageux à s'affranchir de leur base. Vous allez voir le leader de l'opposition qui, en pensant saluer le président de l'Afrique, il a peur que cela ne soit interprété au niveau de ses militants comme étant justement, c'est là le gros problème. Quand vous voyez un président de la République faire en sorte qu'il y ait une loi 036 portant statut de l'opposition avec chef de file de l'opposition, dans son propre camp, il est accusé pour dire non mais écoutez, le leader qui vous nie toute efficacité, vous lui donnez une place de choix comme cela au niveau de l'ordre de préséance et ainsi de suite. Donc, André Malraux a dit qu'il faut que la meilleure combinaison de qualité, c'est le courage et l'intelligence. Si vous êtes courageux, mais vous n'êtes pas intelligent, c'est pas bon. Si vous êtes intelligent à l'effet d'avoir des initiatives novatrices, mais vous n'êtes pas courageux à l'effet de les mettre en place, c'est pas tout le monde important. Donc, je pense qu'à ce niveau, s'ils ne font pas attention tous les 2 camps, voilà, il y aura un désamour politique qui va s'installer au niveau de la population. Comme en 2007. Figurez-vous qu'en 2007, aucun syndicat n'a demandé à la population de sortir. Des manifestations concomitamment au niveau de la plupart des préfectures de la Guinée, jusqu'à le nom d'un premier ministre avait été prononcé. Donc je pense que ça veut tout dire. Et donc, même si à ce niveau, moi je regrette beaucoup qu'un des syndicalistes très forts à ce niveau-là soit victime d'une sorte de, j'allais dire, pour ne pas de trahison, mais d'oubli collectif à la personne du docteur Ibrahim Fofana. Donc il est paix à son âme, il est victime d'une ingratitude collective. Je n'ai pas vu l'État prendre un certain nombre de mesures pour... Il y a des personnes qui, quand elles meurent au niveau du pays, en mouillant le maillot pour le pays, on doit prendre des mesures pour prendre la loi de solidarité nationale, pour que les gens, par exemple, les médecins qui sont décédés d'Ebola, Docteur Fofana, par exemple, et d'autres grands sportifs et vedettes de la musique qui sont alités un peu partout. Qui se sont adonnés pour le pays. Bien, proprement d'ailleurs. Et donc, même si l'État n'a pas assez de moyens, on peut par exemple, en tout cas institutionnaliser quelque chose pour dire que les enfants de ceux-ci-là sont considérés comme pupilles de la nation. C'est-à-dire que l'État prend ces personnes-là en charge. L'argent de l'État, ce n'est pas l'argent de quelqu'un. C'est l'argent du contribuable guinéen. Donc il faut toujours dire, bon voilà, vous citoyens, tels les enfants de M. Fofana, jusqu'à 18 ans, jusqu'à ce qu'ils finissent leur scolarité, que ce soit pris en charge par l'État. Donc je pense, ça c'est une petite parenthèse, mais de façon globale, ça y est maintenant, ça y est pourquoi vous écoutez le pouvoir, ils disent non, ils ont hérité d'une situation. Si vous avez hérité d'une situation, mettez-vous au travail. Oui. N'écoutez pas les mouvements de démagogie.
Parce que si vous êtes là-bas, c'est parce que vous dites que vous êtes capable. Tout à fait. Donc, La population, vous n'avez même pas à dire à la population merci de m'avoir élu. Vous justifiez le choix de la population par les actes que vous posez. N'écoutez pas les mouvements. Le jeune qui est à la casse aime beaucoup plus le président de la République pour sa réélection que quelqu'un qui vient créer un mouvement démagogique pour des retraits de fonds de façon illégale, avec une utilisation qu'ils en font de façon non seulement illégale mais opaque. Donc il n'y a rien. Constatez les gens qui font cela. C'est des businessmen de la crise. Ils n'aiment jamais qu'il y ait entente entre opposition. Parce que quand il y a stabilité dans le pays, eux, ça ne leur profite pas. Vous avez compris. Ça ne les profite pas. Ils ne peuvent s'émanciper que lorsqu'il y a crise. Donc ils passent par tous les moyens pour qu'il y ait crise. Tout à fait. Où ils font de la démagogie. Aucune autorité n'a demandé à un cadre du pays de faire de la démagogie. Si vous aimez une autorité, vous dites la vérité avec tact et respect et diplomatie, parce que vous n'avez pas à heurter une autorité, mais vous faites avec tact et diplomatie pour dire voilà ce qui est bon pour vous et pour le pays. Parce qu'en Guinée, les gens critiquent toujours un président ou bien une autorité lorsqu'elle n'est plus là. Et ils font amende honorable en disant non, on s'est trompé, chère population, parce qu'on n'a pas été écouté. Je pense il faut agir de cette manière-là. L'article 54 de la loi électorale interdit la création de toute association, de tout mouvement de soutien des personnes en cours de risque. Donc il faut appliquer les textes de loi. Tandis qu'en Guinée, tous les jours, ce sont des mouvements de soutien. Des mouvements. Mais alors, quand vous vous dites que vous l'aimez, est-ce que ça veut dire que d'autres ne l'aiment pas? Est-ce que ce n'est pas une façon de se faire de l'argent aussi? Ce n'est pas bon, justement. Il ne faut pas donner cela comme prétexte au niveau des gens. Tout le monde doit être mis au travail. Vous savez, une étude sérieuse qui a été rendue et répétée à maintes reprises a indiqué très clairement que dans un pays, 10% de la population, on ne doit pas dépasser 10% de la population pour être des militants. Tous les partis confondus, nombre de militants, 10% de la population. Tous les partis politiques confondus, nombre de la population, 30% de la population pour être des sympathisants. Les 60 autres pourcents doivent être des travailleurs et des citoyens. De sorte que les gens se mettent au travail. Mais quand on inverse la tendance, même une vendeuse de cacahuètes va parler politique au marché. Finalement, le pays va s'arrêter. Comme c'est maintenant là. Comme c'est le cas. Hein? Donc, c'est le cas maintenant. La preuve, dès que vous parlez, on dit non, non, vous pensez que vous n'avez pas un parti politique, il faut forcément. En Guinée, on pense que non, il faut forcément que tout le monde soit dans un parti. Oui. Pour les gens, c'est une obligation. Voilà, et maintenant, tandis que tout le monde a l'obligation de voter, mais quand même, ce n'est pas une obligation pour toi de... Exactement, madame. C'est-à-dire le vote est un devoir en Guinée. En application de l'article 2 de la Constitution. C'est un devoir parce que c'est direct, c'est universel, c'est égal, mais c'est discret. C'est pourquoi on ne doit pas demander à quelqu'un de voter pour qui. Mais voter est un devoir. Mais le choix d'un candidat sur la base d'un programme de société est un devoir, est un droit. Vous pouvez dire, bon, de A à Z, c'est blanc, bonnet, blanc, c'est pareil au même, il n'y a pas d'alternative. Mon expression, c'est soit l'abstention ou bien je mets l'ensemble des bulletins, je dis je n'ai pas de temps à vous départager. Mais à ce moment, je me suis acquitté de mon devoir, mais je n'ai pas départagé. Ou bien bulletin nul. Ou bien je viens, je vote, mais je porte le choix sur quelqu'un qui parle sur un programme de société. Pas une ethnie. Non, non, pas du tout. Moi d'ailleurs, quand on parle d'ethnie, ça m'énerve. Parce que je sens que la manière dont la personne pense qu'elle réfléchit, que c'est la même bouillie qui se trouve dans la tête de tous les citoyens, alors qu'il ne faut pas le cas. Il faut se tenir par les actions. Et que les médias aussi jouent leur rôle très bien, mais aussi que les citoyens fassent un vote utile, en le faisant pas pour eux-mêmes, mais pour les générations futures. Et que les pouvoirs se rendent compte que en Guinée, les gens sont très forts dans le cadre des retournements de veste. La preuve, chaque président qui arrive en Guinée, les gens le critiquent. Dès qu'il quitte, dès que quelqu'un d'autre arrive, on commence à le critiquer. On dit, même l'autre aussi qui avait quitté n'avait pas fait ça. Si vous voyez ça dans un pays, c'est que... Celui qui a quitté était même mieux. Voilà, c'est ce qu'il dit. Oui, on dit, mais lui, on le critiquait, mais il n'avait pas posé un acte aussi grave. Donc, si vous voyez trop ça dans un pays, soit ça montre que chacun mérite ses propres dirigeants, ou bien que l'on n'est pas sincère, justement. On n'est pas sincère le plus souvent avec ses propres. Prenez l'exemple au niveau de la HAC. Avec un bras de fer au niveau de la présidente du CNC, les gens avaient compris, comme l'impression qu'elle ne pouvait pas être créditée d'un score aussi fleuve. Oui. Un vote écrasant.
Et donc, en pareille circonstance, ça montre que ça, les gens, on ne devrait pas critiquer, ou bien il faut être sincère. Mais pourvu que les gens aient voté, il faudra souvent l'accompagner pour que l'institution fasse des résultats. Il faut être très tranchant dans notre pays. Et soyez sérieux, Dieu va décider du reste. D'accord. Je pense. Revenons toujours sur l'impact du retrait de l'opposition. Et vous savez, l'Assemblée devrait ratifier le plan cadre d'investissement du projet Simandou. Et quel peut être l'impact de ce retrait sur la ratification de ce plan cadre? Bon, je pense que cela va être ratifié à un moment donné, adopté, ratifié. Mais l'impact, c'est ce que j'ai dit, ça refroidit l'ardeur de ses partenaires, qui ne sont d'ailleurs même pas trop pressés à l'époque d'exploiter Simandou. Donc quand il y a crise, ça permet encore de mettre le point. Est-ce qu'ils ne vont pas se retirer? Non, pas se retirer, c'est de faire, de gérer davantage. Pour dire, bon, vous n'avez pas intérêt maintenant à nous talonner, pour dire non, rapidement exploiter, commencer l'exploitation. Vous êtes en crise. Mais c'était prévu pour 2018. Mais ce que je vous dis maintenant, il ne faut pas compter avec tout cela s'il y a crise. Depuis juin 2006, madame, chaque 6 mois, la Guinée connaît une crise. En début d'année, en milieu d'année ou en fin d'année. Et comme si cela ne suffit pas, maintenant, l'échéance est rapprochée. Ce n'est même plus 6 mois maintenant. Chaque 6 mois, chaque 3 mois, chaque 2 mois, chaque mois, c'était devenu maintenant hebdomadaire où l'opposition, le pouvoir gère le pays du lundi au mercredi, l'opposition dans la rue du jeudi, vendredi, samedi, et le dimanche, tout le monde se repose. Le pays était rythmé à cela. La CENI elle-même, qui est une structure politique, même si c'est vous ou moi-même qu'on mettait en désignant, si on était désigné par les partis politiques, on allait être victime des mêmes critiques. Pourquoi? Quand les gens sont issus des partis politiques pour être au niveau d'un organe et qu'il y ait méfiance entre les acteurs politiques, les commissaires vont être très partagés. Ils seront dans un dilemme cornélien, un choix difficile à faire. Parce que s'ils écoutaient leur base, ils auraient violé le serment prêté devant la Cour suprême et la loi sur leur indépendance, en l'article 8 de la loi 016. S'ils n'écoutaient pas leur base en disant on est indépendant, leurs bases vont les accuser, comme c'est le cas maintenant, pour dire voilà, ils ont trahi, voilà, ils ont fait vote face, ils sont achetés, même s'ils n'ont pas de preuves. Autrement dit, leur vœu, c'est de dire voilà, n'écoutez pas la loi, ne considérez pas le serment que vous avez prêté devant la Cour suprême, écoutez-nous, c'est ça l'important. Tandis qu'on doit... Et deuxièmement, vous allez voir le pouvoir qui va dire non, écoutez, bon, moi je propose que l'élection ait lieu au mois de décembre. Paf, la CENI confirme cette date. Voyez-vous un peu. Donc il y a une sorte de suspicion de part et d'autre par rapport à l'application de la loi. Donc il faut qu'il y ait une administration électorale permanente. La Guinée ne peut pas continuer à être écartelée sur des échéances électorales infinies. 2010 élection présidentielle, 2013 législative, 2015 présidentielle, après 2000 combien législative communale, ainsi de suite. Finalement, ça a un coût élevé. Et sans compter que l'article 21 de la loi 016 sur la CENI est clair que les démembrements de la CENI perdent leur fonction une fois que les résultats sont rendus publics de façon définitive. Ce qui veut dire quoi? Que nous avons une CENI qui ressemble à un général qui n'a pas de troupe. C'est-à-dire que 25 personnes sont là, mais ne sont pas assez représentatifs de toute la masse par rapport à la tâche qui est dévolue à cette structure. Parce qu'en application de l'article 17 de la loi électorale, le fichier électoral doit être mis à jour du 1er octobre au 31 décembre. Mais ce n'est pas 25 personnes qui vont mettre cela au bout du jour. Il faut combien de personnes pour le faire? Il faut faire un maillage territorial partout où il peut y avoir des naissances au niveau des citoyens. Donc, les démembrements doivent être associés au niveau des structures de la décentralisation et de la déconcentration pour mettre au goût du jour le fichier. Parce que si on veut maîtriser une élection, il faut maîtriser le cadre juridique. Ensuite, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le fichier qui soit clair. Et enfin, il faut l'organe qui gère les élections. Ainsi, on peut recruter par exemple des personnes sur la base du profil. On dit appel à candidature. Sur la base, quand on dit qu'il n'y a pas de gens en Guinée pour gérer tout ça là, mais je pense que c'est faire insulte à l'intelligence de beaucoup de citoyens. Oui. Il y a des gens qui sont là, des économistes, des journalistes, des juristes, des informaticiens, qui sont des jeunes ou des cadres qui ont beaucoup travaillé, qui ont assez d'expérience. On va dire, bon, appel à candidature. Les gens vont faire un appel à candidature. Celui qui remplit les critères. Les critères, il passe. Quand il fait une violation de la loi, alors qu'on a dit qu'il était indépendant, alors tout de suite là, on le traduit au niveau de la justice, c'est pour le condamner, c'est tout. Et après, on fait un maillage territorial. Finalement, les gens qui vont travailler du lundi au vendredi au compte de la CENI
vont être dotés d'une expertise avérée. Vous travaillez au niveau des médias du lundi au dimanche pratiquement. Oui. Maintenant, chaque jour que vous venez, vous allez, c'est-à-dire vous obtenez un certain nombre de notions. Vous allez acquérir un certain nombre d'expériences et de background et de retour d'expérience. Mais s'il faut attendre à la veille de chaque élection, faire l'installation des démembrements, ou pipomètres comme cela. Ils n'ont pas suivi de formation, pas de bien des formation. formations d'une semaine, Même 3 pas d'une jours. semaine. C'est-à-dire, on dit formation des grands formateurs, 3 jours. Les grands formateurs forment les formateurs en 2 jours. Les formateurs forment les agents du bureau de vote en 1 jour. Ceux qui sont censés avoir la plus grande part des jours de formation. Maintenant, si ceux-là sont bien formés, je pense que ça va réduire, en tout cas, les risques de dérapage au niveau d'une élection. C'est-à-dire la probabilité d'occurrence d'une incompétence avérée ou d'un acte malveillant posé à dessein ou pas, en tout cas ça va réduire. Mais s'il faut attendre toujours à la veille et recruter, d'abord il y a un risque de déperdition de connaissances, et puis les gens peuvent poser un certain nombre d'actes de nature à entacher le scrutin d'irrégularité ou impacter sur sa sincérité. D'accord. Et M. Mohamed Kamara, en tant qu'homme de juriste, en tant qu'homme de droit, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme conclusion sur tous ces problèmes, que ce soit de toutes les institutions, que ce soit de la CENI, que ce soit de l'Institution nationale indépendante, du chronogramme? Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme conclusion? Je pense qu'il faut qu'on ait des institutions qui soient à même d'être dirigées par des gens qui sont très, très, très compétents. Parce que l'indépendance d'abord doit être personnelle. Même quand on vous dit que vous êtes indépendante sur les papiers, si vous n'affirmez même pas cela, c'est pas tout normal. C'est pas une institution qui fait d'elle ce qu'on attend d'elle, mais c'est les hommes qui incarnent justement au niveau de l'institution, qui donnent la force à l'institution et qui se retirent pour que la force reste à l'institution. C'est cela. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les propos d'Obama quand il dit l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Il faut dire carrément l'Afrique n'a pas besoin... C'est le contraire. Hein? Non, pas du tout. Il faut dire carrément l'Afrique n'a pas besoin de dictateurs. Tous les pays au monde ont besoin d'institutions fortes. Mais qui rend une institution forte? C'est les hommes qui sont là-dedans. Oui. Robert Badinter, quand il a été désigné président du Conseil constitutionnel au niveau de la France, au niveau de son allocution, il a dit au président français, Monsieur le Président, à partir de ma nomination, j'ai maintenant un devoir d'ingratitude vous concernant. Autrement dit, si vous m'avez nommé pour que je puisse tordre le cou au droit, je ne peux pas compter. Donc c'est les hommes. Si tout le monde pouvait faire comme lui. Oui, mais contrairement à cela, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a vu un professeur agrégé des droits, des facultés, je veux dire, Paul Yaoundé alias Pablo, qui a eu le mérite mondial de donner un seul mandat à 2 présidents différents. C'est les hommes. Il vient dire à Laurent Gbagbo, oui, je jure qu'il faut jurer devant moi que c'est toi le président. Lui, il jure. Ce dernier quitte. Après, Ouattara vient et dit, oui, je me suis trompé, tout le monde était pris par le diable. Non, je pense que c'est pas normal. Il ne faut jamais mettre de la mayonnaise dans le droit. C'est pourquoi quand vous entendez un juriste dire la loi a dit, il joue au banditisme intellectuel. Sinon, vous orientez vers quelle loi? Si vous ne pouvez pas citer l'article, orienter les gens pour dire est-ce que c'est le code électoral, est-ce que c'est le code civil, est-ce que c'est le code pénal, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça a le mérite de la précision. Ou bien c'est quel arrêt, si en matière de jurisprudence. Préciser l'article. Il faut toujours, le droit c'est la précision, la concision et la clarté. Et les universitaires doivent être des gens qui produisent assez d'idées pour que les acteurs politiques consomment cela. Ce n'est pas l'inverse qui doit se faire. Quand il y a une crise dans un pays, on va dans les universités. On sonde les étudiants qui constituent la crème de la jeunesse. On sonde les universitaires. L'étudiant, c'est celui qui étudie à l'université. L'universitaire, c'est celui qui a fini des études à l'université et qui y enseigne. Parce que même là aussi, les gens font erreur. Oui. Donc, je pense qu'il y a des matières à ce que les institutions jouent véritablement leur rôle, mais à travers le courage des personnes qui vont être là-dedans. Pour dire, voilà à ceci, voilà et à cela. Je vais vous donner un exemple typique. La loi 08 qui a été adoptée le jeudi 14 juillet 2011 par les membres du CNT portant institution de l'institution des droits humains. Il a fallu attendre pratiquement 3 ans pour que ça soit promulgué. Alors qu'en lieu et place de 3 ans, c'était 18 jours en tout et pour tout. Si les 18 jours passaient et que aucun membre du pouvoir n'ait fait ce qu'on appelle un reproche à cette loi, ou que aucun député, ou donc un dixième des députés au moins, conformément à l'article 80 de la Constitution, ait fait une sorte de reproche au niveau de cette loi, ou que l'institution indépendante elle-même ait fait cela, le premier président de la Cour suprême se devait
de dire, bon, comme vous ne faites aucun reproche à cette loi et passez le délai normal qu'il faut pour la promulgation, moi je mets en application l'article 81 de la Constitution en demandant à ce que ce soit non seulement enregistré, mais publié au journal officiel. Donc il faut éviter l'inaction au niveau des institutions. C'est extrêmement important. C'est pourquoi Montesquieu a dit qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Ça ne veut pas dire que le pouvoir tel va mettre tel en prison. Non. La séparation des pouvoirs et les moyens d'action réciproque. En le faisant, je pense qu'on aura déjà aidé beaucoup le pays. Et surtout que les intellectuels du pays ne se mettent pas à la réserve de la République. En Guinée, même quand vous prenez des études de sérieux, on vous décourage. Ah, on a vu les savants, c'est ce qu'ils disent. Oui. Ah, le premier de l'école n'est pas le premier de la vie. Ça, c'est pour mettre les bâtons dans les roues des gens. Et finalement, même quand vous voulez entreprendre une action de proactivité, on vous décourage ou on vous contraint à l'exil. Pour que le terrain soit vide pour eux et survivre simplement dans la pagaille et dans la crise. C'est les businessmen de la crise. Et c'est les autorités qui doivent se dire, attention, on n'a que trop souffert. Il faut maintenant imprimer à notre pays les marques d'une république pacifique. Et en le faisant, on aura servi la génération. Et les gens vont regretter pour dire pourquoi vous n'êtes pas venu très tôt au pouvoir. C'est cela. Il faut éviter toujours qu'il y ait des retournements de veste et que les gens se mettent à dire, voilà, il est ceci, il est cela. Et enfin, que les citoyens aussi tournent totalement le dos à l'ethnocentrisme. Quand vous voyez un pouvoir... Surtout, ça c'est très important. Quand vous voyez un pouvoir s'adosser à l'ethnocentrisme pour se maintenir au pouvoir, c'est un faux schéma. Si vous voyez un leader politique s'adosser à l'ethnocentrisme pour venir au pouvoir, c'est un faux schéma. Et tous les deux camps en ce moment qui s'appuieraient sur l'ethnocentrisme, c'est que c'est voué à l'échec. Pourquoi? Parce que c'est un faux schéma. Et pire, si vous ne faites pas attention, d'abord, vous comptez sur votre ethnie pour être au pouvoir, vous pouvez liguer tout le monde contre vous. Vous comptez sur votre ethnie pour votre pouvoir, c'est un faux schéma parce que quand il y a alternance, on va même faire un balade de printemps au niveau de toutes les personnes que vous avez nommées. Donc il faut laisser la place à la compétence et permettre aux citoyens guinéens de fumer le calumet de la paix et respirer l'air de la paix de plein poumon pour que notre pays redevienne ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Il faut que la Guinée redevienne ce qu'elle n'a jamais dû, ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. C'est extrêmement important. Maintenant que la formation se passe très bien et que les jeunes qui sont à l'écoute puissent se former. M. Michel Kamanou a dit quelque chose de très important, qu'il n'y a pas de marché saturé pour un bon produit. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous étiez dans votre émission Droit et Société sur Évasion TV. L'invité, c'était M. Kamara Mohamed. Il est professeur de droit, chargé des cours de droit dans les universités de la capitale. Avec lui, nous avons parlé du chronogramme des élections et aussi de l'impact du retrait des députés de l'opposition guinéenne à l'Assemblée. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.